le dernier livre que j'ai écrit, donc, qui traite des dimensions géopolitiques de l'IA, m'a amené à beaucoup réfléchir à la question de l'open source. Et il y a encore 2 ou 3 ans, j'étais plutôt très pro-open source, voire même radicalement pro-open source. On parlera après des définitions d'open source, etc. Mais bon, pour l'instant, vous devez tous avoir une idée à peu près de ce que c'est quand même. Et le fait de plonger dans les dimensions géopolitiques de l'IA, le fait de m'intéresser de plus en plus à des sujets qu'on met souvent sous la casquette de ce qu'on appelle l'alignement des systèmes d'IA, le fait de m'intéresser aux risques des systèmes d'IA, m'a amené doucement à voir le sujet de l'open source avec un autre prisme. Pas du tout à être contre l'open source, hein, je suis toujours très pro-open source personnellement, mais à trouver que le sujet gagnait en ambiguïté. À une époque, l'open source, c'était juste bien pour tout le monde. Mettre de la connaissance libre, mettre du code libre, ça profite à la communauté, ça fait grandir tout le monde, et même les entreprises privées y gagnent parce que leur code est amélioré par la communauté. Bref, c'est que du positif. Les systèmes d'IA étant ce qu'ils sont aujourd'hui, on commence à pouvoir les utiliser de façon très simple. Ils manipulent le langage naturel. Vous avez sûrement déjà tous prompté. Et si jamais vous êtes un peu technicien, vous avez peut-être déjà écrit du code avec des systèmes d'IA. Et si vous êtes un peu joueur, vous avez peut-être déjà essayé de faire écrire un virus informatique à l'IA. Alors, si c'est avec ChatGPT, il ne voudra pas. Mais si vous le faites avec un autre système d'IA, un peu moins aligné, justement, un peu moins contraint, vous aurez des virus informatiques qui sortent et quelqu'un qui n'a pas de compétences du tout de développement ou de hacking pourra avoir un virus informatique, peut-être une stratégie pour le déployer, etc. Donc déjà, tout d'un coup, la capacité de ces systèmes-là à faciliter des usages malveillants dangereux pose question. Et puis, un cran encore plus loin, on peut imaginer des systèmes d'IA dans les prochaines générations de systèmes d'IA qui deviennent de plus en plus autonomes. C'est notamment tout ce qu'on appelle les agents IA. Et il y a plein de questions qui se posent sur donc l'alignement des agents, le fait que des systèmes autonomes restent cohérents avec les intentions des concepteurs. Et donc tout d'un coup, ces systèmes qui sont des systèmes informatiques à la base commencent à avoir une possibilité d'impact négatif et d'accessibilité de la puissance qui pose question. Et l'open source, qui rend plus accessible de fait, se met du coup à gagner en ambiguïté, puisque tout d'un coup, on peut commencer à se dire, est-ce que c'est pas mettre le bouton rouge dans la main de n'importe qui? C'était un peu la question que je mettais, parce qu'évidemment, elle est un peu putaclic. Hein. Donc, c'est ce que je mettais dans le pitch de la soirée. Mais c'est vrai que l'open source, ça peut faire penser à cette question. Est-ce que mettre des systèmes d'IA très puissants, mettre des systèmes d'IA peut-être généraux, systèmes généraux, ouais, de l'IA générale, dans la main de n'importe qui avec de l'open source, est-ce que c'est pas un gros problème? Et puis en même temps, de l'autre côté, est-ce que ne pas le faire, c'est pas centraliser ce pouvoir dans la main de quelques-uns, ce qui serait potentiellement encore plus dangereux? J'en suis arrivé là dans mes réflexions et j'avais pas la réponse. Et n'ayant pas la réponse, je me suis dit que j'avais besoin de gens qui sont super bien câblés et qui réfléchissent à ce sujet. Et donc, j'ai commencé à essayer de chercher des experts du sujet de l'open source, du sujet de la gouvernance de l'IA, des risques de l'IA et des opportunités, etc. Et puis, des super experts un peu intéressants pour les faire parler, on ne leur dit pas juste on peut se passer un coup de fil, il faut les mettre sur une scène. Et puis, du coup, quand il y a une scène, il faut un public. D'où le fait que vous soyez là ce soir. Et donc, du fait que ce soit parfaitement égoïste de ma part, puisque pour une fois, je vais pouvoir profiter d'une soirée que j'organise en découvrant ce que les experts ont à dire. Alors bon, c'est un égoïsme du coup qui est partagé, parce que j'espère qu'au passage, vous allez tous en profiter. Et que donc, vous allez pouvoir vous éclairer sur ce sujet de l'open source à l'ère de l'IA générale, avec donc Thomas, qui est derrière le système d'IA Llama, alors Llama 2, donc il en est le concepteur, il travaille chez Meta et il est chercheur en IA générale, ce qui désormais est un poste, hein, on est à cette ère-là, on est à l'ère de l'IA générale, on est à l'aube de l'IA générale, et donc c'est un sujet maintenant devenu très sérieux. Donc Thomas travaille à fond là-dessus. Donc, évidemment, Llama, qui fait partie des grands systèmes dits open source, avec d'ailleurs des ambiguïtés sur la nomination open source pour ce système, on en parlera peut-être un peu. Et donc, évidemment, du côté des concepteurs des systèmes open source, Thomas était une évidence. Et puis, avec Siméon qui travaille à l'OCDE,
il est expert IA à l'OCDE. Il travaille sur les questions de risque et de gouvernance des IA. Il a aussi fondé Safer AI, peut-être qu'il vous en reparlera un petit peu, qui là aussi travaille sur ces sujets et sur comment on peut superviser, monitorer des systèmes d'IA. Donc, une vision peut-être plus, en tout cas de l'extérieur, quelqu'un qui baigne dans le fait de mettre en open source des systèmes, et de l'extérieur, quelqu'un qui baigne dans le fait de réfléchir aux risques liés à ça. Donc, deux visions qui, en réalité, sont bien plus nuancées qu'un pour et un contre, hein, vous allez le découvrir, mais qui sont intéressantes à confronter. Et puis, il y aura Joséphine qui va animer ce débat, qui est journaliste tech et IA aux Échos. Et donc, c'est elle qui nous fera le plaisir de cuisiner nos deux invités. Donc déjà, un grand merci à tous les trois d'avoir accepté de venir. Ça me fait grand plaisir et j'espère que voilà, ça va vous plaire de débattre, que vous allez, en confrontant vos idées, aussi les faire avancer, que Joséphine, tu sauras leur faire du mal, parce que c'est ça qu'on veut. Et je rigole, bien entendu. Et merci aussi à vous tous de vous être déplacés, d'être là avec nous. Et évidemment, vous êtes dans un lieu, hein, pour avoir une scène et des gens, il faut aussi des murs. Et donc, ces murs, ils appartiennent là à Equimetrix, qui est une super jolie boîte. Alors, par le hasard des choses, c'est une boîte que j'ai rencontrée il y a 8 ans. C'est une boîte que j'ai rencontrée quand j'avais ma première société. Et je les ai rencontrés parce qu'ils avaient une démarche qui s'appelait EquiArt. Et donc, vous êtes déjà de la data science il y a longtemps, hein, et donc ils avaient toute une démarche autour de l'art qu'on peut réaliser autour des data science. Et donc, ils m'avaient fait visiter cette galerie d'art que j'avais trouvée très inspirante, voilà, et cette collection d'art fondée sur les data science. Et le temps est passé et je me suis dit que ça serait une super occasion de reconnecter avec cette entreprise qui a à la fois une dimension tech et c'est pour ça que ça me plaît, une dimension culturelle avec voilà, cette appétence artistique et qui est une très jolie boîte. Donc, merci beaucoup de nous accueillir ce soir dans vos super locaux. Ils financent même le cocktail que vous aurez la possibilité d'aller déguster à la fin de la soirée pour discuter et continuer potentiellement à discuter avec les invités. Donc, vraiment un grand merci à vous. C'est parce qu'il y a des boîtes, des institutions, des collectivités, etc., qui accueillent ces événements que le Meetup et ce genre de soirée peuvent vivre. Donc, encore un grand merci. On va les applaudir un coup avant de les laisser parler. Donc, Pierre va vous présenter un petit peu qui est Equimetrix. Avec Annabelle, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue chez Equi, on est ravis de vous accueillir, on est ravis d'accueillir cet événement. Moi, je m'appelle Pierre Bius, je suis en charge des sujets d'IA générative et du coup, ce sujet me passionne. Parler des agents, merci pour tout le taf que vous faites et ravi de vous entendre ce soir. Equi, on est un pur player de la data et de l'IA depuis 20 ans. On fait que ça, on développe des produits data et IA et on les met en production chez des clients. Et on est 500 à Paris, à New York, à Londres, Hong Kong, Shanghai. Et on a 80 personnes qui sont dédiées à faire de la recherche et de l'innovation sur les sujets de data et d'IA, dirigés par Nicolas, ici présent. Et donc, du coup, on publie énormément tous les ans, de papier, évidemment. Donc, toute cette recherche, on la met à disposition du grand public. Nous, notre position sur l'open source, voilà, elle part de ce côté-là. On essaie d'être le plus ouvert possible, à la fois sur la recherche, à la fois sur les assets qu'on peut construire, à la fois sur nos méthodologies. Sur le site Equilab, vous allez retrouver toute notre stack tech et nos convictions et les articles qu'on publie là-dessus. Donc, on est ravis aussi de pouvoir contribuer à l'écosystème par des produits qu'on met aussi comme Climate QA ou Claire, dont tu vas parler un peu plus en détail, qui sont des exemples d'applications d'IA agentique voilà, open source, donc à la fois pour être utile et en même temps pour vous permettre de mettre un peu les mains dedans. Et on essaye de suivre tous les frameworks qui peuvent sortir, que ce soit de Meta ou d'autres. Et donc, on est ravis de tester ça. Et évidemment, on travaille aussi pour le privé. Donc, en toute transparence, on ne publie pas toujours tout dans nos missions. Et voilà, c'est aussi notre position de protéger, en tout cas de ne pas toujours tout ouvrir sur les dernières méthodologies, le dernier miles, on va dire, qui reste propriétaire à la main de nos clients. Voilà, petit témoignage pour être tout à fait transparent là-dessus. Et je vais te laisser Annabelle compléter. Bonsoir, Annabelle Blangireau, je suis la lead sur l'IA responsable. Donc, comment est-ce qu'on essaie de faire de l'IA de façon plus transparente et en faisant attention à beaucoup de choses. Et je fais partie aussi de l'innovation et c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question à chaque fois qu'on développe des assets, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les ouvre, on les partage ou pas? Et c'est des questions qui ne sont pas forcément faciles à répondre. Donc on est ravis d'avoir ce débat et d'en savoir plus. Une voie qu'on a choisie par contre, c'est d'ouvrir des solutions au plus grand nombre pour donner que tout le monde puisse tirer profit de ces IA. Donc Climate Q&A qui est une sorte de
de Q&A pour pouvoir poser des questions sur les rapports du GIEC et comprendre mieux ce qui se passe sur l'environnement. Et on a aussi Claire.bot qui permet de poser plein de questions sur l'IA, sur les risques de l'IA, sur l'IA responsable. C'est un système multi-agent qui a différents points de vue. Donc je vous invite à vous connecter et à les essayer. Merci beaucoup, bonne soirée. Et on se retrouvera au pot. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter nos invités comment on pourrait dire ça? Je vais inviter nos intervenants à venir s'installer. Et pour lancer le débat, que donc ensuite je laisserai dans la main de Joséphine, je voulais juste vous rappeler rapidement un élément de sémantique, parce que on parle d'open source, et en fait, il y a plein de termes liés à ça. Donc l'open source, traditionnellement, c'est en effet le fait de mettre du code à la disposition de tous, donc de l'ouvrir. Ça veut dire qu'il est censé, si on est vraiment dans l'open source complet, être évidemment disponible, mais que les gens, que n'importe qui puisse le reprendre, le réutiliser, le modifier, se l'approprier, en faire ce qu'il veut. Alors évidemment, il y a des niveaux d'open source aussi avec des niveaux de licence où, par exemple, on n'a pas le droit de réutiliser pour des fins commerciales ou jusqu'à un certain niveau, etc. Donc il y a eu plein de subtilités, mais le full open source, c'est ça. Dans l'IA, on parle souvent d'open weight, c'est le fait de mettre à disposition les poids des modèles d'IA. Donc un système d'IA, c'est un gros ensemble de neurones artificiels et il est défini par ses paramètres, c'est les connexions entre les neurones, ce qu'on appelle les poids. Et donc c'est quand on va dire le cerveau digital d'une IA, c'est ses poids. Donc c'est ça qui permet d'avoir l'intelligence, on va dire. Donc mettre ça à la disposition de tous. Mais ça ne suffit pas. Il peut y avoir aussi l'open data, dire quelles ont été les données qui ont servi à l'entraînement de l'IA, pas seulement le système final, mais aussi ce qui a servi à l'entraîner, ce qui est très important pour pouvoir l'auditer, savoir s'il n'a pas des biais, etc. Et puis, on peut aller même plus loin. Il y a le tunnel d'entraînement qui peut être ouvert. On peut décrire très précisément tout le tunnel qui permet d'entraîner l'IA. Voire même, il y a voilà, des choses encore plus poussées. C'est par exemple d'ouvrir la façon dont le système d'IA est supervisé ou post-entraîné, donc expliquer comment, une fois qu'on a le système entraîné, on lui met des couches pour l'orienter dans son comportement. Donc, c'est ce qu'on appelle le post-training, qu'on fait après l'apprentissage. Donc, il y a plein de couches comme ça, et donc, selon les projets, il peut y avoir de l'open à toutes les étapes, à toutes, si vraiment tout le projet est open source, mais à certaines étapes parfois. Donc voilà, c'était juste pour rappeler un petit peu tous ces chaînons de l'open source dans le monde de l'IA, qui est un vaste sujet. Et je vous laisse commencer. Merci encore à vous d'être avec nous. Donc, vaste sujet, comme l'a dit Flavien en introduction. Et pour commencer, je voulais vous parler un petit peu d'actualité, puisque c'est quand même mon métier. Le sujet de l'open source, il est important dans l'IA. Il est rappelé régulièrement par des personnalités importantes du monde de l'IA, des personnalités qui travaillent dans le privé, aussi des hommes politiques, des personnalités publiques qui s'engagent pour l'IA open source, un peu à tort et à travers. On a un peu de mal à cadrer ce que veut dire vraiment cette notion et quels sont les enjeux. Et c'est un peu le but de notre échange de ce soir avec deux personnes qui sont extrêmement qualifiées, très techniques aussi. Donc on voulait faire un petit test auprès de l'auditoire ce soir pour savoir un petit peu votre niveau de connaissance sur l'IA et sur ce sujet, pour savoir à qui on parle. Est-ce que dans cette salle peuvent lever la main les personnes qui utilisent tous les jours l'IA? Ok, bon, déjà on est sur un bon début. Des personnes qui utilisent autre chose que des solutions comme ChatGPT ou des chatbots? Bon, on va pouvoir être peut-être un peu technique, pas trop non plus, mais on va essayer de s'adapter. En tout cas, l'open source, on sent que c'est un enjeu pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui et beaucoup de fournisseurs de grands modèles, puisque les uns après les autres, ils annoncent des nouveaux modèles open source, donc plutôt souvent open weight que open source d'ailleurs. Comme Meta, c'est plutôt un modèle open weight, tu m'arrêtes si je me trompe Thomas, mais on pourra en discuter. En tout cas, souvent, on a à peu près tous les jours des annonces de un nouveau modèle sera publié en open weight dans quelques jours, dans quelques semaines, parce que c'est un enjeu important. On voit que les entreprises ont envie de se positionner là-dessus. Et notamment, de plus en plus, des entreprises chinoises. On l'a vu avec la sortie un peu fracassante de DeepSeek au mois de fin janvier. Ouais. Ça a été un des gros sujets qui a fait beaucoup parler. Et on a vu que ça allait être une grosse compétition, tout ça. L'IA était déjà une compétition, mais le sujet de l'open source, il est devenu encore plus à ce moment-là. En tout cas, aux yeux du monde entier.
Et donc, et comme vous le disait Fabien, il y a ces différents niveaux qui sont importants, qui sont un enjeu pour des questions à la fois, purement scientifiques et pour des questions qui peuvent être beaucoup plus profondes et sociétales comme, la question de l'armement, la question, du désalignement et cetera. La première question que j'ai envie de vous poser, à tous les 2, Thomas, Sylvian, c'est celle, des différences qu'il y a aujourd'hui entre des modèles propriétaires et des modèles open source. À quel point on est loin dans les performances? À quel point on se rapproche? À quel point on est sur des potentiels modèles frontières d'un côté ou de l'autre de la barrière? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Je commence par toi, Thomas? Vas-y, je suis un peu biaisé moi là-dessus. Bon, bah, Timéon alors, c'était biaisé. Allons-y. Avant de commencer, je tiens à dire, ce soir, on va parler d'open source et d'IA. On va parler d'open source et d'IA ce soir. Je tiens à dire que je pense que l'essentiel de la conversation va être sur ce qu'on appelle la frontière de l'IA, à savoir les large language models. Je pense qu'il y a très peu de questions sur la balance bénéfice-risque de l'open source sur la plupart des petits algorithmes d'IA. Par exemple, non LLM, la vision, les SVM, les algorithmes d'optimisation, etc. Là, comme en software traditionnel, je pense qu'en général, la balance est très clairement positive. Donc, je voulais juste recadrer. Quand on va dire IA, ça veut dire les meilleurs LLM. En gros. Donc, cela dit, donc, la différence entre la frontière entre les LLM propriétaires comme Claude 3.7 ou O3 et les LLM, les meilleurs LLM open source, c'est probablement 6-9 mois actuellement. Peut-être 1 an, mais pas beaucoup plus. Les meilleurs modèles open, c'est les Llama, c'est les DeepSeek R1. Et de plus en plus, de modèles chinois se rapprochent des modèles de frontière. Cette différence, elle a jamais été plus basse qu'aujourd'hui, je pense, à part à un moment qui n'a pas duré longtemps, qui était le moment où Llama 3 a été publié, où là, il y avait vraiment Llama 3 qui était au niveau de GPT-4. À l'époque, il n'y avait pas encore de modèle de raisonnement. Cette différence, elle va probablement rester petite. Je m'attends à ce qu'elle reste dans ces eaux-là, du fait qu'il y a une culture qui s'est instaurée dans les entreprises qui sont les meilleures actuellement, notamment les entreprises américaines, qui est de ne pas publier. Et pas mal de ces entreprises comme XAI, OpenAI, Anthropic sont de facto les leaders et ne réalisent quasiment jamais leur meilleur modèle. En pratique, souvent pour des raisons compétitives. Un des effets de open source, un modèle comme DeepSeek R1, c'est que ça coupe les marges de tout le monde. Du coup, ça vous fait des ennemis souvent. La première fois que DeepSeek a publié son modèle DeepSeek, c'était V3 à l'époque. Ils avaient déclenché en Chine ce qui s'appelle la Price War, qui est la guerre des prix, où ils s'étaient fait détester par tout le monde parce qu'ils avaient coupé les marges de 10, enfin, divisé par 10 de tout le monde. Et ça, c'est un des effets qui fait qu'en pratique, beaucoup des entreprises américaines préfèrent ne pas open les weights. D'accord. Ça marche pas ou pas? J'ai un micro. On va continuer quand même. Non, je pense que je partage à peu près tout ce que tu dis. Peut-être pour refaire un tout petit peu d'histoire sur ça, et aussi les causes de... Parce qu'on parle de close versus open source, mais en fait, il y a une structure au fait qu'on en soit aujourd'hui là. OpenAI, quand ils ont commencé, ils s'appelaient OpenAI, et ils faisaient de l'open source. Ils ont arrêté avec GPT-2, et à l'époque, ils disaient déjà que c'était trop dangereux pour le réaliser en open source. C'est un modèle qui est maintenant tout petit, que tout le monde open source, et on sait que c'est pas dangereux. On pourra y revenir. Mais ils ont commencé à scaler ça, c'est-à-dire le rendre de plus en plus gros, de plus en plus d'entraînement. Et c'est ce qui fait que ces modèles sont de plus en plus, grosso modo, intelligents, avec GPT-3, GPT-4, puis les modèles de reasoning maintenant. Et ils se sont mis à changer de business model. Au lieu d'être une note profit, ils ont commencé à avoir des actionnaires, à avoir Microsoft. Et là, récemment, justement, c'est un débat. Ils voulaient changer le statut de non-profit vers une entreprise for profit. C'est débattable. Elon Musk leur dit, mais moi, j'avais investi quand c'était non-profit et j'ai 0 argent. Comment ça se fait? Il y a des débats autour de ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ils ont commencé à parier sur cette direction de recherche. GPT-2, c'est en
peut-être 2015, 2016, oui, 2017 peut-être. Il y a Successor qui faisait ça, qui a monté sa startup, qui était un de leurs chefs scientifiques, faisait déjà ça en 2012, donc il y a plus de 13 ans, et pariait déjà sur cette direction. Donc en fait, quelque part, le sens de l'histoire, c'est que certaines personnes ont parié sur la bonne direction, se sont mis à avoir beaucoup d'argent pour le scaler, et les gens qui ont fait de l'open source, comme tu disais naturellement, ça coupe les profits. On peut le faire que si on n'a pas un business qui dépend de ces modèles. J'ai une petite question là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'obligatoirement, dans le fil de l'histoire, tous les modèles vont devenir progressivement open source, comme tu dis pour GPT-2? Finalement, aujourd'hui, c'est un petit modèle, c'est quelque chose que tout le monde a déjà copié. Est-ce que c'est fatalement ce qui va se passer? Alors, il y a peut-être deux aspects à ça, deux éléments de réponse. Le premier, c'est Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, a quand même récemment dit qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire et qu'ils allaient peut-être open sourcer des modèles. Peut-être. La deuxième chose, c'est que tu parlais de la notion de frontière, qui est une notion assez intéressante. On avance de plus en plus vers une intelligence des modèles de plus en plus intelligents. La question, c'est où est la frontière où ça s'arrête et où c'est tellement intelligent qu'en fait, on veut ou plus l'open sourcer. Parce que ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est qu'aujourd'hui, la question fondamentale de choix de l'open source ou pas, c'est une question purement financière. Ça veut dire, j'ai développé un modèle avec les meilleurs ingénieurs du monde. Je veux le garder parce que je veux avoir une chance de dégager des profits là-dessus. C'est en grande partie vrai. Je vais le nuancer. Je connais beaucoup de chercheurs OpenAI et Anthropic qui étaient, et d'ailleurs qui ont pour beaucoup changé d'avis, convaincus qu'il ne fallait pas open sourcer il y a quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que j'étais à un dîner à San Francisco, et il me disait, s'il te plaît, n'open source pas la Llama 3, on a vraiment peur que ça détruise le monde. Et ils étaient sérieux, avec des bons arguments en partie. Ils avaient peur que, grosso modo, ça permette à d'autres de faire des progrès trop rapidement, que l'IA devienne trop intelligente, et que ça ait des conséquences négatives. Ils étaient convaincus de ce qu'ils disaient, ils étaient de bonne foi, ce n'était pas que des raisons business. J'ai reparlé d'ailleurs à Alain qui était à ce dîner récemment, je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui. Il a dit que ça avait évolué. Et donc toi, pardon, vas-y. Pour revenir sur ta question, je pense que effectivement, ce qui est pertinent, c'est dans la question de l'open source, c'est quelle est la frontière qu'on veut entre le closed source et l'open source en fonction d'où on est, notamment cette question et quel est le délai qu'on veut. À un moment, je pense que c'est toujours bénéfique de partager tout, mais c'est à mesure qu'on a des modèles de plus en plus compétents, ils peuvent permettre de débloquer des capacités offensives, par exemple, très significatives. Donc, par exemple, ils pourraient permettre à des acteurs comme vous et moi de faire des cyberattaques comme on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelques années. Et du coup, quand on arrive dans des zones où ça peut potentiellement affecter significativement nos sociétés, il y a la question de pendant combien de temps on veut avoir accès à ces capacités pour augmenter la résilience de la société avant de les donner à tout le monde. Donc, par exemple, dans le cas de la cybersécurité, les mêmes capacités qui permettent à attaquer, elles peuvent permettre aussi à sécuriser des entreprises, etc. Et du coup, potentiellement, un procédé, c'est dès qu'on a un nouveau modèle closed source, on l'utilise pendant un an pour massivement augmenter la cybersécurité d'énormément d'infrastructures. Et une fois qu'on a fait ça, ensuite, on le donne à tout le monde pour performer ces cyberoffenses. Ça répond à la thèse des personnes qui ont en main ce modèle-là sont bienveillantes et ont dans l'idée de développer la solution avant de rendre la chose potentiellement malveillante. Absolument, ça requiert un engagement, notamment probablement gouvernemental, proactif, très significatif, qu'il y ait cette action délibérée. Ça peut servir à rien d'attendre un an si de facto on n'utilise pas les capacités existantes pour augmenter les défenses de la société. Une autre question de frontière que je pense est pertinente, c'est celle de frontière open data. Donc, quel est le meilleur modèle pour lequel on a l'ensemble des données qui ont permis de l'entraîner qui sont publiées? La raison pour laquelle c'est pertinent, c'est d'un point de vue scientifique. Actuellement, on a une compréhension, en tout cas, le public a une compréhension, donc hors des labs, ont une compréhension assez limitée de l'effet des données sur les LLM. Donc, on prend très, très peu les LLM de ce fait, la façon dont les données affectent leur valeur, etc. Et avoir des modèles suffisamment bons
avec toutes les données, ça permet de faire pas mal de recherches. Actuellement, la frontière Open Data, c'est un modèle qui s'appelle Olmo, qui a été publié il y a à peu près 1 an, je pense, par la fondation de Paul Allen, je crois que ça s'appelle la Allen AI Foundation. Et ils ont release le modèle, tout le code et toutes les datas, et par ailleurs 1000 checkpoints, ce qu'on appelle checkpoints, qui sont des, euh, des étapes intermédiaires de l'évolution du modèle, ce qui permet de comprendre très graduellement l'impact de la donnée sur le modèle et qui vient d'augmenter beaucoup la compréhension que la société a de l'impact de la donnée sur ces modèles et qui est un des gros problèmes quand on essaie de faire de la science sur ces modèles. Donc ça, c'est un modèle extrêmement quasi le maximum de l'open source auquel on peut arriver aujourd'hui. Ça, c'est le Maximum de l'open data. Ah oui, pardon. Open data, oui. Pour revenir au sujet des enjeux sur qui peut utiliser les modèles, je me tourne vers toi, Thomas. Tu es donc chez Meta. Chez Meta, il y a eu ce choix de faire de l'open weight ou de l'open source sur certains modèles. Quelles sont les motivations derrière ça aujourd'hui? Et est-ce que ça veut dire que Meta considère que ces modèles sont pas suffisamment puissants pour entraîner un potentiel danger? Voilà, plusieurs choses. La première, revenir sur la notion d'open data, open weight, open source. Je vais vous dire ce que je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, pour le contexte, qui ont dit Llama, quand on a réalisé, c'est le premier modèle open source. C'est le modèle que vous avez sur WhatsApp là maintenant, et Messenger. Beaucoup de gens ont dit mais non, c'est pas open source, c'est peut-être open weight parce qu'on a ouvert les weights, mais pas le code, comment on l'a entraîné, etc. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. La définition d'open source, c'est un code qui est ouvert et qui permet d'être utilisé gratuitement. Il y a 2 choses qui pouvaient être sujettes à débat. La première, on avait mis une restriction, 700 millions d'utilisateurs. OK. Certes, ce n'est pas open source de ce point de vue-là. Il y avait 4 boîtes dans le monde qui ne pouvaient pas l'utiliser. Bon. La deuxième chose, c'est la notion de, justement, est-ce qu'on a ouvert toute la boîte derrière de comment on a créé le modèle, les données d'entraînement, etc. Mais quand un logiciel est ouvert en open source, on n'ouvre pas toutes les étapes intermédiaires qui ont permis de le créer. On donne le code et le logiciel et les gens peuvent s'en servir. Et il y a une transparence de ce point de vue d'utilisation, mais on n'a jamais ouvert les 6 mois de travaux et tous les jours les codes intermédiaires. Donc, je comprends que c'est nouveau dans l'IA, mais ça s'appliquait avant et je ne vois pas la différence. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur la notion de c'est trop dangereux, les modèles frontières, il ne faut pas les ouvrir, etc. Je ne suis absolument pas d'accord sur l'argument de c'est des modèles trop dangereux. Je te rejoins sur l'aspect, c'est peut-être bien de laisser un peu de temps pour tester, le rendre sécuritaire avant de l'ouvrir. De la même façon que quand on commercialise une nouvelle technologie, il y a des normes de sécurité et on a des tests en place. On ne va pas mettre une voiture dans les mains de conducteurs si on ne l'a pas testé, ça, bien sûr. Mais sur la notion de trop dangereux et il ne faut pas l'ouvrir, je vais vous dire pourquoi mon argument est qu'il faut ouvrir tout. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de PIDOOM. C'est la probabilité qu'il y ait un événement majeur à cause de l'IA. Et alors, il y avait des très très grands chercheurs qui disaient mais c'est 10%, 30%. Et donc c'est trop, il y a peut-être 30% que l'humanité soit éteinte à cause de l'IA qu'on open sourcerait. Et de l'IA en général. Moi, mon argument, c'est que cette façon de penser le monde, elle est très limitée à une distribution de voilà les probabilités que l'IA détruise le monde. Mais la réalité, c'est que le monde ne s'arrête pas à l'IA. Le monde, il tourne tous les jours. Il y a des guerres, des risques, le nucléaire, l'écologie, et j'en passe. Et en fait, la probabilité qu'on détruise le monde ou qu'il y ait une météorite ou ce que vous voulez, en fait, elle est immense. Si on pense que l'IA, c'est si important comme technologie, que ça peut nous faire progresser, accélérer la science, en fait, ça va réduire les probabilités d'autres externalités que l'IA pour détruire le monde. Et de ce point de vue-là, du coup, une technologie qui accélérait la science davantage, je pense que ça réduit en fait les probabilités d'extinction de l'humanité et ça apporte du progrès plus rapidement. Sur cette question, je pense il y a un peu la principale classe d'inquiétude reliée à l'open source, c'est souvent la mésutilisation. Savoir que, a priori, si les modèles propriétaires et leurs développeurs étaient compétents et faisaient leur boulot, ce serait compliqué pour
un acteur d'utiliser pendant beaucoup de temps une API, par exemple, pour faire des cyberoffenses, des cyberattaques, etc. J'ai bien dit si parce qu'en pratique, c'est pas si compliqué et probablement actuellement, énormément d'acteurs utilisent juste les ChatGPT pour faire ce genre de choses. Il y a même des rapports de Google qui expliquent qu'il y a des acteurs qu'on appelle APT, qui sont des acteurs étatiques, iraniens, russes, chinois, qui expérimentent à petite et moyenne échelle avec l'utilisation de Gemini pour faire de la cyberoffense. En gros, si on limitait cette surface d'attaque, les modèles open source seraient la principale source potentielle d'utilisation offensive de l'IA. Et ça, il y a quelques domaines qui ont été identifiés où ça peut être problématique. Le domaine qui a été identifié où c'est probablement le plus problématique, c'est le domaine de développement d'armes biologiques. Donc, en gros, comme vous le savez, les pandémies, ça existe. Et il s'avère que depuis à peu près 15 ans, 20 ans, on a la technologie qui a été très démocratisée pour modifier des virus, pour les rendre plus létaux, pour les rendre plus viraux, etc. Et il s'avère qu'à peu près tous les 10 ans, il y a un groupe de fous. Une fois, c'était Al-Qaïda, une fois, c'était une secte japonaise qui pensait que l'humanité devait s'éteindre, qui essaye assez sérieusement de développer des armes biologiques pour essayer de tuer le maximum d'humains. Et une inquiétude, c'est qu'en gros, la barrière matérielle au développement de ces armes a beaucoup réduite. Et l'une des dernières barrières qui n'avait pas réduite jusque-là, c'était la barrière de la connaissance. C'est très difficile, il faut avoir des PhD en virologie, etc., des doctorats en virologie, etc., pour faire les opérations nécessaires pour par exemple, prendre un virus d'Ebola, le rendre plus viral et ensuite le mettre dans une forme qui permet de le disperser, etc. Et l'inquiétude, c'est une inquiétude quasiment philosophique qui est si on donne cette connaissance à tout le monde, du coup, il y a énormément d'effets bénéfiques et c'est pour ça qu'en moyenne, l'open source, c'est exceptionnel. Mais du coup, il y a ces effets négatifs qui sont les quelques fous qui, de temps en temps, essayent. Peut-être qu'ils auront plus de chances de parvenir à leur fin. Et du coup, depuis 2-3 ans, ce type de risque est beaucoup testé. Et les modèles comme O3 commencent à être assez bons pour aider des gens avec très peu d'expérience à faire ce type d'opération. Donc, par exemple, il y a un benchmark qui s'appelle le VCT, qui a été créé par une équipe d'MIT il n'y a pas très longtemps, et où on comparait la capacité du LLM à guider un novice pour faire des opérations nécessaires au développement d'une arme biologique, comparé avec si un expert spécialisé dans ce domaine essayait de expliquer de la même façon. Et on s'est rendu compte que O3, c'est le seul modèle qui était aussi bon, mais O3, qui est le dernier modèle d'OpenAI, il était 95% du temps, il arrivait mieux à guider le novice que les experts. Et donc, l'inquiétude, c'est que potentiellement, ça augmente le risque de bioterrorisme à moyen terme si des modèles de la classe de 3 étaient disponibles. Parce que pour l'instant, pour être bien d'accord, c'est pas possible sur O3. On peut demander à O3 de nous aider à développer un virus létal. En revanche, il y a des gens qui nous disent non. Oui, exactement. Et contrairement à la cyber dont je vous parlais tout à l'heure, où en cyber, les mêmes compétences qui permettent d'attaquer permettent de défendre, malheureusement, les capacités défensives de l'IA en biologie arrivent probablement un peu plus tard. Par exemple, tout à l'heure, on parlait avec Thomas de quand est-ce qu'on s'attend à des IA qui sont suffisamment compétentes, par exemple, automatiser la science, etc. Et si c'est 2-3 ans, et je pense que ce n'est pas hors de possibilité, dans ce cas, automatiser la science, effectivement, c'est des capacités défensives de fait qui vont être extrêmement significatives.
si ça prend beaucoup plus de temps, on pourrait être dans une période où il y a les capacités offensives sans avoir les capacités défensives. Justement, je voudrais qu'on parle de ce sujet de AGI, l'intelligence artificielle dite générale, qui est un sujet qui est assez débattu dans la communauté scientifique, déjà de savoir si ça existera et de savoir quand ça arrivera. La définition n'est pas exactement la même selon les entreprises, selon les chercheurs. Elle varie, mais communément, vous me dites si je me trompe, c'est une intelligence artificielle capable d'atteindre le niveau d'un cerveau humain qualifié sur la plupart des disciplines possibles. Donc, en gros, peut-être réunir toutes nos disciplines dans cette salle et réussir à ce niveau-là, voire plus. Le problème fondamental, c'est que ça devient de plus en plus difficile de définir AGI d'une façon dont les modèles actuels ne remplissent pas la définition. Parce que pour toi, ça c'est déjà le cas. Oui, Le modèle O3, il est équivalent à nous tous. Oui, je Plus pense. fort. Non, pas plus fort à tout, mais tu as dit d'un humain qualifié. Je pense que ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a humain qualifié dans la plupart des domaines pertinents. Mais oui, du coup, une autre façon d'y penser, qui est un peu plus ambitieuse, c'est aussi bon que le meilleur humain qualifié dans la plupart des domaines. Et sur ce sujet, on parle de mois, on parle d'années, selon vous? Oui, non, peut-être pour compléter, je suis à peu près d'accord, modulo qu'il reste quand même quelques compétences qui manquent. Tout à l'heure, donc la capacité de mémoire, ces modèles-là, malgré tout, ont oublié au bout de 2 jours. Et donc, leur inculquer une nouvelle tâche comme ça, il manque quelque chose. Mais je suis personnellement pas inquiet sur le fait qu'on y arrive. Moi, je pense fin de la décennie au plus tard. Oui, moi, je pense aussi que, en gros, soit c'est dans 2-3 ans, soit c'est dans beaucoup, beaucoup plus longtemps, genre 2040. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est que là, on a l'impression d'avoir toutes les pièces quand même, ou presque toutes les pièces. Et il nous reste encore. Actuellement, la plupart du progrès en IA a été fait grâce à ce qu'on appelle les scaling laws, les lois de mise à l'échelle, qui sont le fait qu'on a observé assez tôt dans le développement de ces modèles, les transformers, et même de modèles un peu plus antérieurs, que si on les entraîne sur 10 fois plus de données, 10 fois plus et 10 fois plus longtemps, ils deviennent bien, bien meilleurs, qualitativement meilleurs. Et donc, pendant longtemps, on a utilisé des architectures assez similaires, et juste on les a. Les seules différences entre GPT-2 et GPT-3, par exemple, c'est juste on les a entraînés sur 100 fois plus de données, 100 fois plus de puissance de calcul. Et en gros, jusqu'à très récemment, c'était facile d'ajouter un ordre de grandeur de puissance de calcul, de passer de 1000 euros à 10 000 euros de puissance de calcul, 10 000 euros à 100 000 euros, c'est facile. Mais là, le problème, c'est qu'on arrive à des ordres de grandeur d'infrastructures qui sont aussi gros que les industries les plus consommatrices d'énergie qu'on ait, par exemple. Là, on commence à planifier pour 2027-2028 les premiers data centers qui vont consommer entre 1 gigawatt et 5 gigawatts, qui est aussi gros que les industries qui sont les plus énergivores. Et donc, une des implications que ça, c'est que si avec ces 1 à 5 gigawatts qu'on aura mis en ligne en 2028-2029, on n'arrive pas à développer ce qu'on décrivait, AGI, ASI, le prochain ordre de grandeur, il va être très très compliqué. Passer de 5 gigawatts, qui est à peu près 10 centrales nucléaires, à 50 gigawatts, 50 gigawatts, c'est plus que l'énergie de la France. Donc ça devient quelque chose qui dépasse nos capacités industrielles. Et donc les prochains ordres de grandeur, ils vont plus advenir en 1 ou 2 ans comme ils adviennent maintenant. Ils vont advenir sur 5-6 ans. C'est pour ça que du coup, je pense, soit on y arrive d'ici 2029-2030, soit probablement c'est dans pas mal plus longtemps parce qu'on n'aura plus de. En anglais, ils ont ce mot low hanging fruit, des fruits à cueillir qui sont en bas de l'arbre. Donc repousser la puissance, la limite va être de plus en plus compliquée. Exactement. Du point de vue infrastructure, faire multiplier par 10 la taille de notre infrastructure une fois qu'on a déjà 1 à 5 gigawatts, ça va être très très. Et c'est probablement aussi un peu le fond de la pensée de certaines annonces de certains pays qui veulent maximiser la construction de data centers avec des giga-projets, en se disant si on a la puissance de calcul, on a potentiellement AGI. Il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est qu'il y a scaling de ce qu'on appelle le compute, donc l'énergie qu'on met en fait pour entraîner ces modèles. Effectivement, on ne va pas pouvoir la scaler à l'infini. Mais je pense, et c'est pour ça que je suis assez confiant qu'on y aille avant 2025, avant 2030, non, avant la fin de la décennie. Si tu as une annonce à faire, fais-la ce soir. Non, on n'a pas plus.
Non, mais je suis vraiment confiant parce qu'il n'y a pas que cette scaling law. Et en fait, quand on a scalé le pré-training, on a trouvé une nouvelle scaling law sur le post-training. Et puis ensuite sur les modèles de raisonnement. Puis là, maintenant, on va voir la mémoire, etc. Et il n'y a jamais eu autant de chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et après, la prochaine étape, ça sera, et je voulais rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure de open data et donc la transparence au niveau des modèles. Une idée intéressante que je peux vous partager, c'est que depuis à peu près la MA 3, tous les modèles, en fait, c'est comme presque de la biologie. Ils utilisent les modèles d'avant. Pour initialiser la MA 3, on a utilisé la MA 2. Pour filtrer les datas de la MA 3, on a utilisé la MA 2. Et puis en plus, sur le web, il y a plein de trajectoires, de data, d'IA aujourd'hui. Et donc en fait, chaque génération d'IA nourrit aussi, à son échelle, la génération d'après. Et tous les cas d'exemple où les IA n'étaient pas forcément très bonnes, il y a peut-être la correction qui existe parce que l'utilisateur l'a guidée, et elles vont se retrouver sur Internet. Et donc tu parlais comme ça en termes de scaling, avec tous les chercheurs qui travaillent, et il n'y a jamais eu autant de chercheurs qu'aujourd'hui en fait, sur ce domaine. Ça aussi, c'est une dimension qu'on scale, où on fait de la recherche en algorithmique, sur d'autres méthodes, etc. Donc l'open source, c'est aussi un moyen d'accélérer potentiellement l'arrivée. Et l'open source est un des meilleurs moyens. Je vais même vous dire, si on n'avait pas open sourcé, peut-être une minute sur ça, sur l'histoire de l'open source et de là où on en est, on ne serait jamais là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'open source. Lorsque, sans parler de toute l'histoire d'avant, 2012-2015, qui était absolument open source en IA, donc un des premiers papiers, c'était le Transformers. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le T de GPT. C'est ces nouvelles architectures qui permettent, d'ailleurs, entre rejoint, les transformers, ça faisait comme les modèles d'avant, les LSTM, sauf que ça permet de paralléliser au lieu de générer les mots un par un. Et ça, en termes on peut mettre beaucoup plus de compute en parallèle. Ça, c'était un papier de Google en 2000. C'était un papier de Google 15. en 2017, je crois. Et Attention is all you need. Je suis à peu près sûr que s'il n'avait pas open sourcé, au sein de Google, les gens n'auraient pas compris que c'était intéressant et ils l'auraient oublié. Et suite à ça, OpenAI fait GPT-1 basé sur le Transformers et l'open source. Et suite à ça, Google fait BERT. Et ainsi de suite pendant 5 ans, jusqu'à ce que ça devienne trop important économiquement, GPT-2, et qu'ils arrêtent d'open sourcer. Quand tu dis trop important économiquement, c'était pour l'entreprise, c'était trop lourd à porter sans financement, ou alors trop important potentiellement en gain économique? C'est-à-dire qu'avec GPT-2, il lève à ce moment-là 1 milliard, ou sur une valo 1 milliard, je ne sais plus si c'était sur 10 milliards, je ne sais plus, mais avec Microsoft. Et évidemment, ils n'ont pas envie de donner tout leur talent. Ils disent on a un secret, donc on va lever de l'argent dessus. On est les meilleurs et on ne va pas donner d'avance aux autres. Et ils ont pris pas mal d'avance. Il faut imaginer qu'en 2019, ils étaient très stressés par Google. Google, de 2012 à 2019, paraissait indétrônable en IA. Tous les plus grands talents étaient à Google Brain ou Google DeepMind. Et ils avaient fait tous les trucs les plus impressionnants, AlphaGo, etc. Donc, si vous relisez les emails, par exemple, qui ont été partagés de OpenAI dans ces temps-là, ils sont vraiment très, très stressés par Google constamment. Ils sont obsédés par la difficulté de vaincre. Pourtant, c'est OpenAI qui a disrupté avec ChatGPT. Et dans le genre d'entreprise qui a disrupté les choses, il y avait on en a parlé vaguement tout à l'heure, c'était la sortie de DeepSeek, enfin de V3 de DeepSeek, qui a déclenché un bon vent de panique général aux États-Unis sur les marchés fin janvier. En quoi ça a peut-être changé les choses, ou pas d'ailleurs, hein, sur la question de l'open source aujourd'hui, à ce moment-là? Ce qui est amusant sur DeepSeek, c'est que la séquence d'événements n'avait aucun sens. Parce que les gens qui étaient dans le domaine, ils avaient observé DeepSeek monter depuis 2024 au moins. Et ça se voyait qu'il commençait à être bien meilleur. Et notamment V3, qui est la base du modèle qui a été publié le 21 janvier, qui a causé un peu... oui, tout à fait. Et qui a causé un peu la panique des marchés, etc. V3, ça faisait 2 mois qu'il était public. Et V3, c'était ça le vrai truc impressionnant. Parce que c'était ça où ils avaient, en gros, divisé par 100 le coût, enfin, pas 100, 50 le coût d'entraîner un modèle proche du niveau de GPT-4. Et donc, il y avait cet aspect un peu bizarre où les marchés ont réagi 2 mois après l'événement qui était clé. Je pense qu'il y avait aussi la surprise on comptait la Chine un peu pour mort. De fait, avant DeepSeek, les laboratoires chinois étaient bien moins bons que
semblait pas pouvoir En tout cas, l'avait pas dit publiquement. être en compétition avec les laboratoires de l'Ouest. Ils étaient toujours au moins 1 an derrière, 1 an et demi, et ils innovaient assez peu. Ils faisaient surtout, il y a eu quelques innovations, quelque chose qui s'appelle Rope, par exemple, mais il y avait assez peu de choses qui venaient des laboratoires chinois et qui étaient adoptées. Et DeepSeek a créé une émulation de l'écosystème chinois qui maintenant commence à devenir très impressionnant. Parce que maintenant, c'est plus tout que DeepSeek. Par exemple, il y a ByteDance qui s'est réveillé récemment et qui commence à publier des modèles assez impressionnants aussi. Il y a les Qwen aussi, la série Qwen qui vient de Alibaba, qui sont assez bons aussi. Et ouais, il semble que il y a un cliché sur la Chine qui ne sont pas capables d'innover. Ils sont excellents à catch-up, mais pas capables d'innover. Et là, il semble qu'en IA, ça va devenir probablement faux et un écosystème qui a l'air très, très solide. Le deuxième gros apprentissage de DeepSeek, en tout cas personnellement, qui est assez intéressant, c'est le premier laboratoire d'IA qui arrivait à une échelle compétitive avec les meilleurs du domaine sans avoir été fondé ou avoir substantiellement eu des apports de personnes qui avaient travaillé à OpenAI ou à Google Brain. Si vous regardez littéralement tous les labs qui sont proches de la frontière jusque-là, y compris Mistral, y compris Anthropic, ils ont tous une espèce de filiation soit à OpenAI, soit à Google Brain. Et la raison pour ça, c'est que le deep learning est une science extrêmement empirique. Et donc, c'est dur de deviner les choses. Même si on est très intelligent et qu'on sort de Polytechnique, c'est dur de deviner comment on entraîne exactement un modèle. Et donc, il faut se faire les mains quelque part. Et ces laboratoires, ils ont développé du savoir un peu procédural pendant 5-7 ans. Et donc, ils avaient un edge énorme qui semblait insurmontable. Donc, DeepSeek, pour moi, c'était la proof of concept que, a priori, avec un environnement de recherche exceptionnel, tu peux compenser pour ne pas avoir de personnes qui viennent des laboratoires et qui ont ce savoir. Donc, c'est un peu de bonne nouvelle pour l'Europe parce que l'Europe, l'essentiel de ce talent qui s'est fait les mains sur des GPU à OpenAI et à Google Brain, il est dans la Bay Area, la côte ouest des États-Unis. C'est dur de ramener les gens de la Bay Area ici. Et donc, potentiellement, DeepSeek suggère que c'est peut-être plus facile qu'on ne le pensait avant de transformer un polytechnicien en un bon chercheur en IA sans avoir besoin d'aller faire cette expérience. Thomas, toi, tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé du côté de Meta avec la sortie de DeepSeek. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur? Ouais, peut-être plusieurs points où je suis pas tout à fait d'accord. Je vais passer. La Chine qui rattrape et qui maintenant du coup dépasse ne copie plus. Enfin, sauf que jusqu'à présent, leur modèle est bien moins bon que ceux d'OpenAI ou de Google, et même d'XAI. Donc c'était assez impressionnant. Mais ça fait 10 ans que déjà à l'époque, on montrait le nombre de citations par papier, et la Chine augmente. Peut-être qu'ils accélèrent et qu'ils rattrapent, et c'était impressionnant. Mais la Chine n'a toujours pas innové. Ils sont pas à la frontière, selon toi? Non. Oui, mais le modèle n'est pas frontière. Aujourd'hui, O3 ou Gemini 2.5 est bien meilleur que les modèles de DeepSeek. Ça sera peut-être plus vrai, ça me mettra en tort dans 6 mois. Mais ils jouent en fauteuil roulant parce qu'ils ont 10 fois moins de puissance de calcul. Bien sûr. Donc, s'ils avaient la même puissance de calcul, ils seraient probablement à la frontière? Oui, je pense que c'est pas évident. Enfin, et l'avenir nous le dira. Et ça fait partie. Ils viennent pas de DeepMind ou OpenAI, donc ils n'ont pas le. Non. Je dis juste que les faits font que, pour différentes raisons, y compris politiques, parce qu'ils n'ont pas eu les GPU, ils ne sont toujours pas à la frontière. Et notamment parce que quand on va, enfin d'ailleurs on en parlait tout à l'heure en aparté, dans le papier Llama 3, on a reporté le nombre d'erreurs différentes. Quand on scale l'infrastructure, on se met à voir en fait de façon mathématique, c'est exponentiel. À chaque fois qu'on a des GPU en plus et des petites cartes graphiques, la probabilité qu'il y en ait une qui plante pour plein de raisons, qu'elle est brûlée, qu'elle soit détruite, quoi que ce soit, ou qu'elle soit trop vieille, augmente. Et donc, si on a une qui plante parmi les 10, il y a peu de chances. Une parmi 1 million, il y en a énormément de chances. Et donc, ça crée des problèmes à l'échelle en termes d'infrastructure pour entraîner ces modèles. Donc, on verra. Ils seront sûrement meilleurs dans 6 mois. Pour l'instant, ils ne sont pas frontières. Sur l'aspect aussi BRA, je voulais revenir. Bon, outre que Meta, on est aussi pas mal à Paris, mais Google également. Et notamment, Gemini est principalement fait entre Londres et maintenant un peu Paris. Donc, on a pas mal de talents en Europe.
Là-dessus, tout n'est pas dans la BRA, même si pour moi, c'est là-bas qu'il y a plus de densité. Ça, c'est sûr. Et ta question, c'était Ma... Ma question, c'était de savoir comment Meta, vous avez vécu cette arrivée de DeepSeek. Est-ce que ça a confirmé les choix que vous aviez faits de l'open source, puisque finalement, c'était aussi un des gros enjeux à ce moment-là, ou pas du tout? Alors, oui. DeepSeek était beaucoup basé sur des travaux d'avant de Llama, donc à ce sujet-là, oui. Deux, ça nous fait avancer aussi parce qu'il y a des choses qu'ils ont faites que nous, on n'avait pas faites ou qu'on ne pensait pas. Donc, on s'en resserre et ça, c'est génial. Ça nous avance dans nos recherches. Trois, c'est un compétiteur, mais on est open source, donc nous, ça nous va. Donc, peut-être, mais là-dessus, je peux revenir. C'est qu'il y a différentes positions. Moi, je suis chercheur à Meta. Je veux avoir le modèle le plus frontière possible. C'est mon point de vue parce que c'est mon travail. Donc, qu'il y ait un modèle qui sorte et qui soit mieux que moi, ça nuit à mon ego. Mais du point de vue de Meta en tant qu'entreprise, à la fin de la journée, que le meilleur modèle open source et que les modèles open source soient les meilleurs et qu'on puisse le récupérer et donc en faire le meilleur produit, parce que c'est ça, c'est que Meta n'a pas de business aujourd'hui sur les modèles, il peut l'utiliser dans ses produits. Nous, ça nous arrange. Tout à l'heure, vous demandiez, oui, il y avait une question autour des business models et de pourquoi les gens font de l'open source ou pas. Un truc important à comprendre, c'est que OpenAI et Anthropic, par exemple, leur business model, c'est de vendre ces modèles. Du coup, ils veulent maximiser les marges sur ça, donc ils aimeraient qu'il n'y ait pas de compétition sur ça pour pouvoir mettre des marges hautes. Par exemple, le fait que R1 était 30 fois moins cher que O1, ça suggère qu'ils avaient des marges de fou. C'est possible que DeepSeek ait fait beaucoup d'innovations en efficience, mais c'est aussi probable qu'ils aient des marges de 90% ou 5% au moins. Donc, du point de vue d'OpenAI et Anthropic, DeepSeek, par exemple, c'est catastrophique parce qu'ils perdent énormément de leur... Du point de vue de Meta, ils ont 1,5 milliard d'utilisateurs sur Facebook, etc. Donc, leur principal problème, c'est comment on déploie à cette échelle des modèles aussi efficients que possible et aussi bons que possible. Et donc, il y avait Mark Zuckerberg qui expliquait sur un podcast que lui, si l'open source, ça permet d'augmenter l'efficience de 10% de son déploiement, bah, c'est beaucoup plus rentable que vendre l'inférence. Et donc, en fonction des business models, Google, c'est un peu pareil. Google est aussi excellent sur les petits modèles, comme Gemini 2.5 Flash. Ils vont essayer de maximiser la performance sur des tout petits modèles plutôt que faire des marges gigantesques sur un très grand modèle. Et ce qui d'ailleurs revient, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des clusters de GPU, de scaler le compute et des pays qui investissent dans des clusters énormes. Je ne pense pas que pour des raisons d'AGI, on ait besoin de scaler de plus d'ordre de magnitude que je pense qu'on a déjà ce qu'il faut pour l'entraînement des modèles qui est très très coûteux. En revanche, je voyais une stat passer récemment, je ne l'ai pas vérifié, mais si on utilisait tous les clusters de GPU qui existent aujourd'hui, ça correspondrait à peu près au compute de l'intelligence humaine, grosso modo de 10 millions de personnes. Donc si on se dit que chacun va bénéficier d'un assistant intelligent AGI demain, on est très 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 loin en fait en termes du nombre de GPU qu'il faudrait pour subvenir à nos besoins. Et vous voyez que tout à l'heure, tout le monde disait qu'il utilise de l'IA tous les jours. Plus on va l'utiliser, plus elle va être coûteuse, plus elle va penser longtemps et y avoir des gros modèles, plus ça va demander des ressources, et plus on va en plus l'utiliser parce qu'elle est bonne, et plus il va falloir en fait de GPU. Et le vrai nerf de la guerre demain, quand plus ces modèles deviennent intelligents, c'est en fait ces clusters pour servir ces modèles à l'échelle. Tu parlais des assistants à l'instant. Je voudrais qu'on parle de ça. Toi, tu travailles aujourd'hui chez Meta sur les agents, qui est un peu le mot valise. On a l'impression aujourd'hui, dans l'IA, il y a eu les modèles. Pendant longtemps, on a parlé que de ça, les chatbots. Aujourd'hui, tout le monde parle des agents parce qu'il faut forcément donner des noms à ce qu'on est en train de créer, qui est un peu différent d'un modèle tel qu'il était au début. Aujourd'hui, on a aussi des modèles de raisonnement, les agents. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ta conception de ce que c'est qu'un agent et répondre vraiment sans langue de bois? Est-ce que c'est un agent ou c'est juste un modèle qui s'appelle agent? Alors, oui, agents, c'est LLM aujourd'hui, c'est très à la mode, qui ont accès à des outils, des tools, en gros, et que vous pouvez orchestrer. Alors, je pense qu'il y a une différence entre ce que dans l'industrie, le business, les applicatifs, les gens appellent agents, qui sont du coup ces orchestrations que vous créez, et ce que moi j'appelle agent d'un point de vue recherche, qui est un changement de paradigme en termes d'entraînement. Je vais peut-être vous donner une intuition.
la façon dont on entraîne ces language models, c'est prédire le mot d'après. Et ils sont entraînés grosso modo en vase clos sur du texte. Le jour où on leur donne accès à des outils, des tools, accès à Internet, exécuter du code, et où on les entraîne, où ils peuvent accéder à ces outils, ces informations, donc prendre de l'information externe, récupérer le feedback de ces environnements et pouvoir continuer à penser en récupérant ce feedback. Donc ils peuvent avoir généré du code et au lieu de s'arrêter là et on leur dit c'est bien, c'était pas bien, ils peuvent exécuter, voir les erreurs qu'il y a, ils peuvent avoir pensé à un fait, aller chercher sur Internet, se dire ah non, en fait, c'était pas ce fait-là, j'ai eu faux, et se corriger. Et donc rentrer ce paradigme-là dans l'entraînement, pour moi, c'est un changement de paradigme. C'est en ça que j'appelle agent. Et donc, c'est très similaire conceptuellement par rapport à ce que la plupart des gens appellent agent, mais c'est dans l'entraînement des modèles fondamentaux comme agent que je pense qu'il y a une grande différence. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça existe, Quoi donc? les agents. Oui. C'est pas un mensonge. Donc Thomas décrivait la partie entraînement, donc, qui est on est passé du self-supervised learning au reinforcement learning pour les agents. Et du coup, du côté utilisation et à quoi ça ressemble, la différence principale, c'est que jusque-là, le workflow principal pour des LLM, c'est vous leur demandez, posez une question, ils vous donnent quelque chose et vous le copie-collez quelque part, par exemple quand vous codez ou des choses comme ça. Et l'idéal du workflow des agents, c'est, si vous avez joué avec Codex d'OpenAI, c'est un peu plus vous manager des entités qui font des tâches qui peuvent durer quelque part entre une minute et peut-être quelques heures. Et, et juste, ils font leurs tâches de façon autonome et ils ne se trompent pas. Et ça, c'est un peu le Graal. Graal qui, pour l'instant, est surprenamment non trivial à atteindre. Du fait de problèmes, il faut encore des erreurs bêtes de temps en temps. Il y a un côté assez fascinant au fait qu'on ait des modèles qui ont des niveaux de doctorat en biologie, en physique, en mathématiques, et qui ne sachent pas jouer à Pokémon. Je trouve ça assez fascinant. Donc quoi, on est encore pas encore à l'AGI. Mais sur la question des agents, on touche aussi du doigt notre question de départ sur le vrai débat de jusqu'où on peut aller et quels sont les risques aussi. Sur la question agentique, il y a une vraie question d'autonomie et d'amélioration par soi-même du modèle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les vrais risques selon vous? Est-ce qu'on faut croire à l'agent qui va prendre en indépendance et aller décider tout seul de prendre des décisions peut-être malveillantes, être complètement désaligné? Est-ce qu'on est à ça? Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Alors, bon, il n'y a pas d'apprentissage autonome où l'agent va aller, va partir, apprendre et revenir différent. Ça n'existe pas. Ça viendra, et notamment la prochaine frontière sera la notion de mémoire et d'apprentissage comme ça, constant, mais on n'y est pas. En revanche, il y a des vrais risques en termes de sécurité là pour la première fois, parce que ces agents ont accès à Internet. Alors, pour l'instant, notamment Deep Research, vous avez peut-être vu passer, très pratique, ça reste très recherche. Donc c'est ce qu'on appelle un peu du read-only. En gros, il n'y a pas d'action prise. On va progressivement aller vers des actions write, c'est-à-dire en gros, accéder, remplir des formulaires, acheter des objets sur Internet, envoyer un message à une autre personne. Et là, la notion de sécurité devient vraiment importante. C'est ce qu'ont annoncé pas mal d'entreprises déjà. Le OpenAI, ils ont annoncé l'agent qui va réserver votre voyage, etc. Pour l'instant, on peut juste pas mettre sa carte bleue. C'est à cette étape-là à peu près que ça va s'arrêter. Ce qui est rassurant pour l'instant. Et sur la question de est-ce que ça va s'emballer et partir tout seul, en fait, c'est une vraie question à l'asymptote. Ça va pas arriver demain. O3 va pas se transformer en agent fou, mais actuellement, donc il y a cette idéologie très proéminente dans la Silicon Valley qui est que énormément des entreprises, notamment les startups, autres que Meta ou Google, ont pour objectif de développer Artificial Super Intelligence, donc quelque chose qui est obsolète, rend tous les humains obsolètes. Et, enfin, c'est dur comme expression. D'un point de vue économique. On peut jouer aux cartes ou aux échecs, mais économique. Et pour atteindre cet objectif, il y en a beaucoup qui essayent d'automatiser la R&D en IA, donc automatiser leur propre travail, avec l'idée que le premier qui arrive à faire ça, significativement, peut gagne un avantage compétitif extrêmement significatif sur les autres, parce que, du coup, il peut utiliser sa puissance de calcul pour augmenter son lead sur les autres. Et donc,
la première étape de ça, c'est automatiser le code. Et c'est une des raisons pour laquelle Anthropic, OpenAI se focus énormément sur automatiser le code. Et là, les ingénieurs de ces entreprises, certains reportent déjà que 80% de leur code est écrit par des IA. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième Là, sur cette étape-là, la machine est clairement plus forte que l'humain. pas encore plus forte, mais elle est déjà suffisamment bonne pour la substituer avec Pour ce dont on a besoin dans aujourd'hui. dans beaucoup de choses. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'essayer d'automatiser la génération d'idées, d'hypothèses. Ce qui ça va être plus compliqué parce qu'en code, un des avantages, pour revenir au paradigme dont Thomas parlait plus tôt, c'est qu'on a un signal assez clair de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et donc, c'est facile d'entraîner pour réussir à ça. En recherche, on a des signaux beaucoup moins clairs. Typiquement, une expérience de recherche, ça va prendre 3 mois à tester. Enfin, ça peut prendre 3 mois à tester. Et du coup, vous avez 4 feedback loops par an. C'est beaucoup plus difficile d'entraîner des modèles. Donc ensuite, la deuxième frontière, ça va être d'entraîner des modèles qui sont bons en recherche, qui ont des bonnes intuitions de recherche. Et en fait, il y a cet effet d'emballement. Au début, il va être humain-IA un peu. Donc à savoir que les entreprises sont en train d'être en compétition pour automatiser ce cycle de R&D. Donc actuellement, c'est probable que l'IA augmente de, je ne sais pas moi, 25% la productivité des ingénieurs, peut-être 50%. Mais à mesure que ça s'emballe, à mesure que les IA deviennent meilleures à automatiser une fraction large du cycle de R&D, bah, on pourrait imaginer des x2, x4, x6, x8, x10. Et le problème, c'est que plus on avance dans ce cycle et plus ça devient difficile de se coordonner. Parce que plus le progrès va extrêmement vite. Si vous ratez 2 mois, vous êtes complètement à la ramasse. Un x10, par exemple, ça voudrait dire qu'on a un bond de GPT. Donc actuellement, les générations de GPT en IA, GPT2, GPT3, GPT4, c'était 1 x 10 tous les 2 ans à peu près. Enfin, pardon, c'était une génération tous les 2 ans. 1 x 10, ça voudrait dire tous les 2 mois. Et donc, ça irait extrêmement, extrêmement vite. Et ça, en fait, au début, c'est pas inquiétant. Où on est, c'est pas encore inquiétant. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est assez avancé dans la possibilité d'automatiser, que les entreprises commencent à automatiser et qu'il y a un effet de compétition et que c'est difficile de coordonner tout le monde pour se calmer potentiellement, bah, ça devient de plus en plus compliqué de faire de la gouvernance. Et donc, il y a certaines inquiétudes qui sont... il y a pas mal de gens qui sont assez inquiets par ça. Et oui, effectivement, l'asymptote de ça, donc, au bout de 3 ans, c'est possible qu'il y ait des IA qui font presque de l'auto-amélioration, etc. Mais actuellement, c'est assez loin de là où on est. C'est juste que c'est un processus graduel. C'est un processus où il faut faire de la gouvernance tôt, parce qu'une fois que très tard, c'est très difficile de se coordonner. Ouais. Mais on sent aussi bien que sur la question de gouvernance, c'est difficile de le faire en amont, tant qu'on ne sait pas. C'est difficile de prendre des décisions alors qu'on ne sait pas si c'est, comme tu disais, ça peut être dans 3 ans comme dans 10. Je pense qu'il y a un sweet spot qui est pas trop loin de là où on est. Ça se voit bien que l'IA est très utile pour certaines choses, genre automatiser beaucoup de code, donc c'est facile d'expliquer le mécanisme, et elle n'est pas encore suffisamment bonne et autonome pour tout faire. Notamment, il y a un papier qui a été publié récemment qui vient d'une organisation qui s'appelle Meter, qui évalue l'horizon temporel des agents. Donc, c'est-à-dire, si on prend une tâche qu'un humain est capable de faire en 4 heures, par exemple, est-ce que les IA y arrivent? Si on prend une tâche que les humains sont capables de faire en 2 heures, en 1 heure, en 10 minutes, est-ce qu'ils y arrivent? En fait, ils observent que les agents, l'horizon temporel des agents double entre 4 à 7 mois. Donc là, on est encore dans les 10 minutes ou peut-être 30 minutes. Et potentiellement, dans 4 mois, on sera dans 1 heure ou 2 heures. Et ensuite, dans quelques années, les agents seront capables de faire des tâches qui prennent 1 mois aux humains. J'ai une question pour finir sur l'open source. Vous deux, en tant que chercheurs, en tant que personnes qui travaillaient sur l'IA, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'open source et le besoin d'open source? Parce que on sait que de toute façon, toutes ces entreprises, qu'elles aient des modèles propriétaires ou pas aujourd'hui, elles ont recours à l'open source. On voit ces modèles qui s'améliorent énormément. On voit que dans la recherche, ça va poser des vraies questions de est-ce que moi, en tant que chercheur, je peux aller plus loin? Est-ce que l'IA peut aller plus loin que moi? Comment vous percevez la chose et qu'est-ce que vous avez aussi envie de passer comme message sur ce sujet?
Non, mais je pense que T'as pas peur d'être remplacé tout de suite par une IA déjà? non, mais ça pose des vraies questions philosophiques. Peut-être quelques mots là-dessus, mais ce que tu décris, ça paraît un peu de la science-fiction. Je pense que beaucoup de vous se sont dit en t'écoutant, ouais, on n'y est pas. Et c'est vrai que quand je t'écoute, je me dis on n'y est pas du tout. Et en fait, quand on réfléchit juste à partir de principes fondamentaux de où on en est, où ça sera la prochaine génération et où, bah, en fait, si c'est probable qu'on y soit beaucoup plus vite que prévu, et ça pose des vraies questions philosophiques. Ce que c'est que la place de l'humain dans le monde, dans l'univers, la notion d'intelligence qui fait qu'on était unique. euh, Quel est notre rôle dans un monde dans lequel il y a des intelligences automatiques plus intelligentes et à tous les niveaux. Euh, Qu'est-ce que ça pose comme question? Je pense qu'il y a du travail pour réfléchir à ça. Petite question peut-être idiote, mais toi, les sujets sur lesquels tu travailles, aujourd'hui, si tu demandes aux modèles les plus avancés, est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes idées que toi? C'est Ça arrive en tout cas, les mêmes intuitions, les mêmes. de plus en plus. Ouais. De plus en plus, si on formule bien la question, qu'on demande au modèle, le modèle manque de contexte, etc. Donc en fait, je parlais de la mémoire pas mal de fois, mais la mémoire, c'est à plusieurs égards. Des tâches qui prennent des mois, bah, il faut de la mémoire pour se souvenir de la tâche du début. Pour que le modèle soit utile pour me donner des intuitions, j'ai accumulé un tel contexte sur le problème que juste de transcrire tout ce contexte dans un prompt, ça va me prendre une journée, je ne vais pas le faire. Donc c'est aussi la limite. Plus on avance, plus on va avoir des assistants qui progressivement observent ce qu'on fait, apprennent ce qu'on fait et se personnaliser en fait avec notre contexte, comme un assistant, puis un concierge, puis quelqu'un qui vraiment voit tout ce qu'on voit et écoute tout ce qu'on écoute, personnalisé. Plus ce contexte-là va permettre que les agents soient de plus en plus utiles, de plus en plus forts, et ça va venir naturellement. Ça va prendre du temps, et en même temps, pas tant de temps que ça, je pense. Tout à fait. Je pense que on est un peu dans l'âge d'or de la période que j'appelle Centaure. C'est la période où les humains et l'IA sont meilleurs que l'IA toute seule. Et un des paradoxes, c'est que nous, on est un peu flemmards. Par exemple, quand on demande à ChatGPT de résoudre notre problème qui prend 4 heures, on va passer 5 minutes à lui poser, à lui poser la question. On va passer 1 heure à lui expliquer. Et les agents, eux, ils agissent 10 fois plus vite que nous, potentiellement. Donc, assez rapidement, une fois qu'ils sont suffisamment compétents, ils vont aller chercher cette information, etc. Oui, et puis ils ont plus de patience que nous aussi. Exactement. Et donc, la période Centaure, elle n'a pas duré super longtemps. Et comme disait Thomas, il y a énormément de questions qui se posent après. Et il y a des questions philosophiques intéressantes et il y a aussi des questions un peu plus matérielles qui sont importantes, qui sont que quand notre valeur économique va à zéro, comment on redistribue la richesse? Est-ce que c'est le capital de la personne, de nos personnes qui déterminent l'ensemble de notre richesse? Est-ce que du coup, dans 2 générations, on veut qu'il y ait des gens qui disent « Ah, moi, je suis riche parce que j'avais un grand-père qui travaillait à OpenAI et donc ces shares sont devenus, on valide des trillions de dollars » ou est-ce qu'on veut encore avoir des mécanismes de mobilité sociale, parce qu'actuellement, ça repose entièrement sur le travail. Il y a beaucoup de problématiques un peu purement économiques et matérielles qui sont assez bizarres philosophiquement. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre post-ASI dans un monde où il n'y a plus de mobilité sociale, c'est un côté un petit peu déprimant. Et inversement, dans un monde où on aura potentiellement toutes les compétences. Oui, dans un monde où tout le monde a... Donc à l'inverse, il y a Donc plus d'ascenseur. il y a une abondance, mais plus d'ascenseur. C'est né fils de Samuel. Vaste question. Ce sera pour clore le débat. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je ne sais pas si on peut prendre des questions dans la salle ou pas. On a un petit quart d'heure avant de finir pour prendre des questions, avant de descendre au cocktail. Donc allez-y. Et puis je vais faire le monsieur micro. Et ben, t'as levé la main en premier. Alors juste, attends une seconde, je voudrais juste qu'on les applaudisse. Un grand merci. C'était, je pense, la plus grande occasion de Field the AGI sur Paris. Ça fait plaisir de voir ce type de discussion. Ma question est un peu double pour respecter l'équité du débat. Aujourd'hui, donc Meta a déjà fait quelques surprises sur le marché, notamment avec Llama 3. Où est-ce que vous mettez votre limite? On sait que OpenAI a des limites sur voici les capacités de quelques modèles à partir desquels on arrêtera de les entraîner ou qu'on arrêtera de les mettre sur le marché. Est-ce que Meta va open sourcer les AGI
Première question. Et deuxième question de l'autre côté. Donc aujourd'hui, l'OCDE, vous avez visiblement une très bonne vision des risques et de ce qui pourrait se passer en prenant le scénario où l'open source continue à son rythme et avec les risques que vous avez identifiés. Est-ce que vous avez déjà commencé à construire un framework, par exemple, de réduction des risques autour des attaques biologiques et autres, en partant du scénario un peu pessimiste sur les dérapements de l'open source? Qu'est-ce que vous faites pour préparer ça? Oui, peut-être pour te répondre, sans langue de bois, moi, ma réponse est que j'open sourcerai AGI si c'est en ma décision. Ça sera pas moi le décisionnaire. Le jour où j'aurai réussi à atteindre AGI à méta, et on n'y est pas. Tu serais peut-être patron de Facebook à ce moment-là. Pas sûr. Je crois que Mark Zuckerberg a dit publiquement qu'il était pour open sourcer ça. Mais c'est des décisions qui peuvent aussi changer avec le temps. Mais la limite n'est pas écrite. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de. Alors, avant toute chose, je tiens à dire quelque chose. Je ne représente pas mon institution quand je parle. Et je pars d'un réseau d'experts de l'OCDE. Mon travail à plein temps, c'est sur Safer AI, qui est du coup une organisation dans la gestion des risques de l'IA. Est-ce qu'on a des frameworks sur les risques biologiques? Alors oui et non. Les modèles de risques biologiques sont assez bien compris, on va dire qualitativement. Donc, on comprend assez bien quelles sont les étapes qu'il faudrait pour construire une arme biologique, etc. Et quel type d'acteurs ont des chances de construire des armes biologiques. Les modèles, l'étape d'après sur laquelle on travaille, c'est essayer d'avoir une méthodologie qui permet de quantifier un petit peu ça et d'estimer ce qu'on appelle l'uplift, donc à quel point, par rapport à la risque, le niveau de risque par défaut, si dans un monde où on ne serait pas avec l'IA, à quel point l'IA augmente ça. Mon intuition, mon impression, c'est que en lisant notamment les rapports des deux groupes un peu fous qui ont déjà essayé de construire des armes biologiques, les limites à la construction d'armes biologiques jusque-là ont été assez contingentes. Genre, ils ne connaissaient pas une propriété de la bactérie qu'ils essayaient de faire se reproduire, et du coup, quand ils essayaient de faire se reproduire, ça ne marchait pas. Enfin, on appelle ça magnification, la faire grossir. Et donc, j'ai l'impression que l'uplift, donc la multiplication sur le risque de base, il serait déjà assez conséquent. Donc je pense que c'est possible que ce soit déjà x3 ou x4 la baseline. Après, la baseline est assez basse. Genre, on n'a pas, je pense, la baseline est probablement à genre peut-être 1% de risque d'armes biologiques par an ou quelque chose comme ça, ce qui ferait une par siècle ou quelque chose comme ça. Je pense que l'uplift est déjà assez haut et peut devenir très potentiellement très significatif. Ce qui me rassure dans mon malheur un peu, c'est que, comme on a discuté avec Thomas, je pense que c'est possible qu'on atteigne AGI et SI d'ici 3-4 ans. Et du coup, ça veut dire que cette baseline de risque, elle va être, si on reste que 3 ans dans cette période, elle va être écrasée par les risques qui vont arriver et les bénéfices qui vont arriver avec ces technologies. Je pense que les risques qui arrivent une fois qu'on atteint des choses comme AGI et ASI, là, ils sont beaucoup plus sérieux. Tout à l'heure, Thomas parlait des risques d'extinction. Actuellement, les risques d'extinction, il n'y a aucune question que O3 puisse causer de l'extinction. Une fois qu'on est à AGI et ASI, on a un peu plus d'incertitude sur le fait que les humains restent en contrôle. Une analogie, malheureusement, je n'ai pas le temps de t'expliquer, mais une intuition sur pourquoi les humains asymptotiquement pourraient être conduits à l'extinction, c'est si vous réfléchissez à la façon dont on traite les oiseaux, on aime beaucoup les oiseaux. Si on vous demande individuellement, aimez-vous les oiseaux, personne ne va jamais dire non. Et pourtant, depuis 1960, on a causé 40% des espèces d'oiseaux à être éteints. Et pourquoi est-ce le cas? Parce qu'on aime encore plus les immeubles que les oiseaux. Du coup, on construit des immeubles et comme effet de bord, il y a des oiseaux qui meurent. Et en fait, une intuition sur comment les humains pourraient perdre de l'influence et être conduits à l'extinction sur un temps moyen, on va dire, enfin, sur un medium term, c'est que on n'a pas exactement aligné les IA avec nos valeurs, et à un moment, elles valorisent quelque chose plus que la survie de l'espèce humaine. Genre,
elles construisent des énormes data centers, par exemple, sur des villes humaines, des choses comme ça. Et voilà, c'est ça en 3 minutes. D'autres questions? Oui. Quand Siméon dit AGI, HCI, du coup, AGI, Artificial General Intelligence, IA générale, et HCI, Artificial Super Intelligence, donc des systèmes qui dépassent largement les capacités cognitives des êtres humains. Et souvent, on met les deux en package. Alors, beaucoup de questions. Merci beaucoup pour vos présentations qui sont à la fois passionnantes et effrayantes. Une question. Vous avez évoqué la limite capacitaire, si j'ai bien compris, hein. Je ne suis pas du tout une scientifique. J'ai lu il n'y a pas longtemps un article sur l'IA embarquée dans des data centers embarqués en orbite par un consortium, notamment chinois, avec un labo du Zhejiang et ADA, qui doit dépendre d'Alibaba, ou en tout cas qui doit être dans cette sphère-là. Il semblait que ça permettait d'accroître la capacité de façon absolument exponentielle et de résoudre partiellement la problématique énergétique, puisqu'on avait un rayonnage solaire qui permettait de fournir de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait remettre en perspective ce que vous étiez en train de dire justement sur la multiplication des data centers sur Terre? Pas, en fait, ou est-ce que c'est quelque chose qui... je ne sais pas comment qualifier cette information, en fait. J'ai pas entendu cette news, enfin je ne connais pas exactement cette news, donc je vais essayer de répondre quand même, mais mon intuition c'est que probablement pas. Les ordres de grandeur dont on parle pour ces build-out, pour ces gros data centers, c'est vraiment très très gros. Stargate, là, par exemple, ce qui a été annoncé en grande pompe par OpenAI, mais les autres le font de façon plus discrète. Mais en gros, toutes les entreprises d'IA majeures sont en train de faire leur Stargate. C'est donc c'est entre 1 et 5 gigawatts d'électricité, c'est 1 million de GPU. Et si vous voyez la tête du site, qui est juste le premier site, ça doit être genre entre 100 et 1000 stades de foot. C'est vraiment des infrastructures colossales, qui sont aussi grosses que n'importe quoi qu'on a déjà construit. Donc je serais assez surpris si on pouvait faire ça dans l'espace. Parce que dans l'espace, c'est dur de rien que mettre quelque chose en orbite. Parce que les fusées sont très coûteuses, c'est extrêmement coûteux, etc. Mon intuition, ça ne va pas transformer. Et en revanche, que ça accélère la transition énergétique, c'est possible, notamment parce que ces besoins sont tellement gros qu'il va falloir trouver des énergies abondantes pour le faire. Sam Altman, par exemple, c'est pas anodin, il est actionnaire aussi d'une entreprise de fusion nucléaire. Une question un peu plus au fond, allez, on va... Allez. Désolé. Oui, est-ce qu'on n'a pas beaucoup parlé des États et du rôle peut-être des gouvernements, sauf des gouvernements négatifs, on va dire, vous aviez un gouvernement, si je peux peut-être pas employer le bon terme, mais aujourd'hui on parle beaucoup, par exemple en Europe, d'IA Act, on parle moins aux États-Unis ou en Chine, effectivement, de réglementation. Est-ce que vous pensez justement par rapport à ces risques, est-ce que la réglementation peut avoir un effet ou est-ce qu'on est en train de se leurrer en estimant qu'on va faire, comme on a fait d'ailleurs en biologie, moi je suis biochimiste, hein, donc biologiste aussi, donc c'est un domaine qui m'intéresse. On a voulu mettre des règles éthiques en place, on voit que ça déborde et qu'on arrive à faire un tas de choses, donc créer des virus, vous l'indiquez. Est-ce qu'au niveau de l'IA, justement, cette prolifération éventuelle, ce dépassement de l'humain, tous les risques qu'on évoque, c'est utile ou pas de mettre des réglementations en place ou on se trompe? Pour donner un tout petit indice de réponse à cette question, sur les hacks, ce dont il faut avoir conscience, c'est que finalement, l'un des premiers problèmes qu'ont les institutions, c'est qu'à la signature même d'un accord, les choses sont quasiment déjà caduques puisqu'une partie de la technologie a déjà beaucoup évolué. Donc on le voit très bien sur les actes, en fait, dans les textes, il y a déjà des choses qui sont décalées et c'est un des problèmes qui se pose aujourd'hui à la Commission européenne qui est en train d'étayer un petit peu ce texte-là, qui a du mal à le faire parce que les définitions sont complexes et elles évoluent en permanence. Pour moi, la question de... Les gouvernements sont de facto impliqués dans ce développement parce que quand on parle de build-out de data center de 1 à 5 gigawatts ou quand on parle d'investissement de 100 milliards, c'est difficile de faire ça
sans parler au gouvernement, ne serait-ce que par exemple parce que c'est difficile de trouver 1 gigawatt d'électricité disponible. Donc actuellement, les gouvernements sont très engagés côté États-Unis et chinois pour aider à ce développement de data centers. Sur la question de la réglementation, je pense qu'elle est essentielle. En gros, la fonction dont on a besoin, c'est quelque chose qui coordonne, qui coordonne ces entreprises. Parce qu'actuellement, on est dans le domaine des LLM est un des domaines les plus féroces en termes de compétition que vous avez jamais vu. Genre, une entreprise qui pendant 1 an fait des erreurs et devient légèrement moins bonne, elle devient complètement à la ramasse. Plus personne ne va utiliser leur modèle, ça va être extrêmement dur de lever leur prochain levée de fonds pour construire les nouveaux data centers 10 fois plus gros, etc. Donc c'est vraiment, vraiment extrêmement compétitif. Il y a d'ailleurs des exemples de startups qui Oui, tout à pivotent fait. parce qu'elles abandonnent tellement la compétition Tout est à dingue. fait. Toutes les startups meurent les unes après les autres. Il y a eu une flopée de startups qui s'appelait Adept, qui s'appelait Inflection, qui s'appelait Character, qui à un moment avaient levé 1 ou 2 milliards et elles sont toutes mortes quasiment l'année dernière, effectivement mortes. Et donc, pour moi, il y a besoin d'une fonction de coordination et je pense que c'est le gouvernement ou même les gouvernements qui vont être nécessaires. Parce que le problème, c'est que cette compétition se joue à plusieurs niveaux. Donc, il y a la compétition inter-entreprise. Ça, un gouvernement tout seul peut essayer de le résoudre. Donc, c'est par exemple, EOA Act, c'est un petit peu ça. Mais le problème, c'est qu'après, il y a la compétition inter-pays. Et donc, il peut commencer à y avoir des effets où s'il n'y a que l'Europe qui dit, les gars, essayons de faire les choses bien, les autres pays prennent un avantage. Et du coup, il y a aussi besoin d'accords intergouvernementaux pour avoir un peu des standards minimums communs à tous pour éviter des effets d'arbitrage réglementaire où les entreprises qui veulent développer les choses de façon un petit peu moins responsable, elles vont dans les pays qui ne sont pas régulés. Je pense que les gouvernements, de mon point de vue, c'est un peu, c'est un peu notre principale chance d'avoir des choses. Je pense que il y a un gradient d'intervention. L'intervention minimale qui, je pense, est faisable même sous une administration républicaine comme les États-Unis, c'est l'intervention de la transparence. Le développement de ces IA, à part Meta pour le coup, est extrêmement, extrêmement intransparent par beaucoup d'aspects. Parce qu'on ne comprend pas les modèles eux-mêmes. Même ceux qui développent les modèles ne comprennent pas les modèles exactement comment ils fonctionnent parce qu'on les fait grandir plutôt qu'on les développe comme du code traditionnel. 2, parce que on les entraîne sur des data absolument gigantesques et du coup, c'est possible de faire beaucoup de choses avec ces données. On peut mettre des données qui biaisent légèrement idéologiquement ces modèles, etc. On peut le faire de façon beaucoup moins subtile, comme XAI, vous avez peut-être entendu récemment, qui avait mis dans la prompt de Grok de parler d'un sujet qui tenait à cœur à un des employés des personnes d'XAI. Et tous ces éléments, avoir de la transparence sur ça, ça peut augmenter beaucoup la capacité du public à savoir un peu ce qui se passe, à trust ces modèles et à pouvoir réagir. Une des transitions qu'on va probablement vivre dans les prochains mois, peut-être dans 1 an, c'est que de plus en plus, on peut dépenser plus de puissance de calcul pour avoir des modèles plus intelligents. Du fait du nouveau paradigme qui a été évoqué par Thomas, on peut utiliser un modèle qui résonne pendant plusieurs minutes, dizaines de minutes, peut-être des heures bientôt, pour mieux résoudre une question. Ce que ça veut dire, c'est que ça va devenir potentiellement pertinent d'utiliser $100, $1000, $10 000 sur une seule inférence. Au lieu que tout le monde parle à ChatGPT, on va demander une question très difficile à ChatGPT, du genre résoudre le cancer. Bon, ça c'est dans longtemps bien sûr. Et ensuite, il va raisonner pendant longtemps. Et ça va avoir un effet sur les entreprises qui est que il est assez probable que les entreprises de plus en plus ne déploient pas leur meilleur modèle, utilisent en interne pour notamment accélérer leur recherche et développement et leur code, utilisent leur meilleur modèle et déploient des modèles en production qui ont été distillés, donc sont un peu moins compétents, mais beaucoup plus économiques et donc beaucoup plus facile de déployer à l'échelle. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que tout à l'heure, je parlais de cette explosion un peu potentiellement de
des compétences de l'IA qui peut advenir s'il commence à y avoir de l'automatisation. Et si les gouvernements, ils n'ont pas de visibilité sur ce qui se passe dans les laboratoires développeurs d'IA, cette explosion pourrait passer largement inaperçue du point de vue de l'extérieur. Alors, c'est possible que nous autres, le peuple, on ait accès à des modèles vaguement bons, un agent qui marche, etc. Et qu'en interne, ils aient un modèle qui sache faire de la science, de la R&D, etc. Par exemple, un exemple, c'est AlphaEvolve. Google l'a utilisé pendant 1 an. C'est un des premiers modèles basés sur un transformer qui permet de faire des progrès sur un nombre assez large de problèmes scientifiques. Et ça fait 1 an qu'il l'utilise pour différentes choses. Là, Google gracieusement le partage, mais va l'ouvrir, mais c'est possible dans l'avenir que certains ne le partagent pas. Et si les gouvernements ne sont pas au courant, il pourrait y avoir un décalage énorme entre où on est effectivement et où le gouvernement pense qu'on est, et donc un mismatch entre le niveau de réglementation et le niveau de compétences effectives des modèles actuels. D'ailleurs, peut-être que si Google le dévoile, c'est qu'ils en ont un bien meilleur qui tourne actuellement, qui nous dévoileront dans 1 an quand ils auront fait les petites innovations qui vont bien avec. Tu voulais répondre aussi sur... C'est bon? Allez, une dernière question et puis après on va au cocktail. Allez, je vais prendre à droite, on fait gauche-droite. Merci pour tout ça. Ça impliquerait que les gouvernements soient compétents et transparents, donc pas très rassuré. C'est peut-être même plus dur que l'LGI, ça va. Tous les deux, vous êtes vraiment à la frontière de ce qui se fait, donc vous voyez vraiment des choses. Ma question un peu philosophique, c'est quoi les 2 choses, chacun, les plus dingues et les plus profondes, et peut-être même les plus spirituellement avancées, que vous ayez compris en faisant ce que vous faites, et que vous n'avez pas déjà dit ici? C'est la question la plus dure de la soirée. Dernière question. Allez, bon courage les gars. Je vais dire un premier point et après j'irai à mon second pendant le temps. Le premier point, c'est pas si fondamental, c'est que quand on parle aux personnes qui développent ces IA dans la Silicon Valley, il y a très peu de personnes qui sont 100% optimistes, qui pensent que ça va bien se passer sans aucun souci. Cette notion de PIDOM a été donc la probabilité qu'on met au fait que l'IA éteigne l'espèce humaine. C'est devenu un peu un mème et tout le monde essaie de se positionner. Mais il y a très peu de chercheurs qui, si vous leur demandez, ne mettent pas au moins 1%. Il y a pas mal de chercheurs qui mettent 10%, etc. Et il y a très peu de gens qui sont pas stressés ou pas un peu incertains sur ce qu'on est en train de développer. Ça, c'est un côté un peu fascinant. Parce que, ouais, ça, ouais, tout le monde reconnaît. Et en fait, après, quand tu leur demandes pourquoi tu développes ça, alors si tu penses que ça a des chances d'éteindre. Ouais, et il y a cet aspect, vraiment, on ressent le problème de coordination qui est non, mais si je sais pas, de toute façon, il y a OpenAI qui le font. Et Sam Altman, il est méchant. Il vaut mieux que ce soit nous, entre tout le monde a ses petites histoires interpersonnelles et pourquoi c'est nous qui devons. Si c'est pas les États-Unis, c'est la Chine, et les Chinois, ils sont méchants. Et il y a un peu cet aspect des possédants où on a l'impression que personne n'est responsable. Ça se passe, c'est en train d'advenir, tout le monde reconnaît, tout le monde qui est dedans reconnaît qu'il y a des risques, et pourtant, il se passe à peu près pas grand-chose pour essayer de gérer les risques, pour répondre. Et on a l'impression qu'on est en anglais, ils ont ce mot qui s'appelle sleepwalk, marcher on a l'impression qu'on est en train de marcher endormi et tout le monde l'a vu venir, mais on va quand même se... Alors, je suis un tout petit peu plus optimiste. Mais non, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse la plus intelligente. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça. S'il y a 2 choses auxquelles je pensais là, c'est la première, la notion d'exponentielle qu'on maîtrise très très mal en tant qu'humain. Et en fait, à quel point c'est quand on en parlait tout à l'heure, ce qu'on décrit comme étant la science-fiction est en fait peut-être vraiment en train d'arriver, et pas dans 30 ans, mais dans peut-être 5 ans. C'est vertigineux. Et on n'internalise pas du tout ce que ça veut dire.
Et en même temps, c'est dans notre quotidien déjà, ChatGPT, O3, les agences, tout le monde s'en sert et ça paraît presque normal et le monde d'avant n'existe plus. Et donc, ce côté un peu fascinant de ce qu'on décrit est un monde de science-fiction vertigineux. Et en même temps, on marche vers ça. Et ça nous paraît anodin chaque jour un peu plus. C'est assez intéressant comme perspective de comment ça arrive. Puis l'autre point, c'est quand même ce que ça veut dire automatiser l'intelligence. Avoir des intelligences plus intelligentes que tous les humains et qu'on a créé nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'humanité et sur le monde après ce moment-là? C'est une question que je commence à me poser de plus en plus. Je suis d'accord. Sur mon deuxième point, pour finir sur une note un peu plus optimiste, c'est une note un peu similaire à Thomas. C'est le caractère fascinant de ces modèles. Je trouve ça incroyable qu'on ait dans notre téléphone cette intelligence alien qui a chacun de ces poids des modèles ont plus d'intelligence que n'importe quel humain, enfin ont plus de savoir, pardon, pas d'intelligence, que n'importe quel humain. Et je trouve ça incroyable. Techniquement, on pourrait s'arrêter maintenant technologiquement et créer une nouvelle discipline qui serait la sociologie ou la psychologie de ces modèles. Ils ont juste trop d'aspects qui sont incroyables. Un aspect, par exemple, c'est les modèles ne savent pas jouer au morpion. Ils ont des PhD en physique, des doctorats en physique et ils ne savent pas jouer au morpion. C'est incroyable. Un autre aspect, c'est les modèles avant qu'on les tune pour être des modèles de chatbot qui sont gentils, etc. C'est des intelligences bizarres qui ont été entraînées pour modéliser n'importe quoi qu'ils ont vu sur Internet. Ceux qui ont joué avec GPT-3, ça ressemblait beaucoup plus à ça. Et une des implications, c'est que ils ont une intuition extrêmement bonne pour poursuivre une séquence de phrases de la façon la plus probable dont elle a été commencée. Et ce que ça veut dire, c'est que par exemple, ils peuvent modéliser très, très, très bien énormément de comportement humain, de psychologie. Par exemple, si tu lui dis « Je m'appelle John, je suis républicain », bah, il va dire tout qui est typiquement associé aux républicains, etc. Et ça, je trouve ça assez fascinant. J'ai l'impression que même pour comprendre les humains, on pourrait en apprendre énormément. Il y avait un papier qui montrait qu'ils avaient interrogé GPT-4 en lui donnant différentes personas qui correspondaient à des personas sur lesquels on a des résultats sociologiques connus et que GPT-4 répondait conformément aux résultats de 95% de résultats classiques de sociologie. Genre comment répondrait un républicain, comment répondrait un démocrate. Donc je trouve qu'on manque un peu de curiosité parfois sur ces modèles qui sont extrêmement fascinants et qui sont l'unique intelligence sur laquelle on peut taper toute la journée et juste elle nous frappe pas en retour. Enfin, on peut pas faire ça sur des humains, on peut pas expérimenter sur notre ami. On peut juste faire plein de trucs avec ces intelligences qui sont assez... C'est fascinant, on va s'arrêter sur ce mot. Merci encore pour votre présence, tous les trois, pour vos éclairages fascinants là aussi, profonds, experts, enfin il y avait tout ce qu'il fallait. Donc moi je suis ravi, j'ai appris plein de trucs et donc pour moi, encore très égoïstement, ça m'allait très bien. Et du coup, comme on est une foule, l'avantage d'une foule c'est que ça peut applaudir, donc je vous propose encore une fois de les applaudir.